Okay, so we should get going again. So our next talk is by Luc Glessier on amendement, consolidation, codification, and le texte juridique, un objectif calculatoire. Merci. Donc, donc Alors, quand Alberto m'a invité à venir parler, il m'a dit deux choses principalement. Donc, la première chose qu'il m'a dit, c'est Luc, donc Luc, c'est moi. Luc, tu as un peu travaillé en complexité et tu enseignes dans une faculté de droit. Donc, de ce fait, tu es parfaitement apte à parler dans cet exposé. Bon, alors, très bien. La deuxième chose qu'il m'a dit, c'est que l'exposé durait une demi-heure. Et je constate que c'est un peu plus long. Mais c'est pas grave, je vais faire ce qu'il faut. Et donc, j'ai décidé de parler d'un projet qui, en fait, enfin, que j'ai à peine. Oui, parce que la troisième chose qu'il m'a dit, autant pour moi, c'était que c'était mieux si je parlais de choses que j'étais en train de faire. Non, très bien. Je vais parler de choses que j'ai pas encore fait, et c'est encore mieux. Vu que le point de départ, c'est donc la complexité. Donc la complexité, c'est une théorie assez fondamentale en informatique théorique. C'est la sous-branche de l'informatique théorique qui répond à la question, mais en fait, est-ce qu'il y a des problèmes qui sont plus durs que d'autres? Donc tout le monde a intuitivement l'idée que, je sais pas moi, la multiplication, c'est plus difficile à calculer que l'addition. Donc c'est la théorie qui cherche à donner une réponse un peu formelle à cette intuition. Alors, contrairement à Mel, je ne vais pas chercher à définir un peu ce qu'est l'intuition, etc. Mais en tout cas, on a l'intuition que c'est plus dur. Et la théorie de la complexité va répondre à ça. Donc la théorie de la complexité, c'est l'informatique théorique complètement pure. Heu en tout cas, j'ai un peu cherché dans la littérature, juridique. Alors oui, encore une fois, je ne suis pas du tout juriste, hein, je suis informaticien et je vais vous parler de droit. Donc ce qui fait que je vais passer mon temps à dire des choses un peu floues et un peu bizarres. Mais donc j'ai un peu cherché, j'ai pas vraiment trouvé la notion de complexité, dans la littérature juridique. Par contre, il y a un terme qui revient tout le temps, qui est celui de simplification. Donc quelque part, on voit au lieu de voir, positivement la complexité, on la voit négativement et c'est un terme qu'on retrouve partout. À peu près toutes les Enfin, par exemple, il y a des lois de simplification du droit qui existent. En particulier, il y en a eu une en 2004. Le Conseil constitutionnel, donc gardien de la Constitution, a reconnu un espèce d'objectif de simplification du droit. Donc, je vous donne la citation justement de la décision de 2004 relative à la loi de simplification du droit. Donc, dans son considérant 5, on nous dit que simplifier le droit et poursuivre sa codification répond à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Donc on a un objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité, ce qui a priori veut dire que, je sais pas moi, la loi est publique, tout le monde peut la lire, et elle est intelligible, donc elle est a priori, je sais pas moi, non ambiguë, cohérente, enfin ce genre de questions. Et là, on ne sait pas trop comment, le Conseil constitutionnel tord ça et nous explique que la simplification et la codification répondent à ces objectifs, à cet objectif, parce qu'il y en a qu'un. Hem, donc déjà, je trouve assez intéressant comme lien. Ouais, je vais me mettre derrière parce que sinon je passe mon temps à me retourner, c'est peut-être un peu bizarre pour vous. Donc déjà, c'est quelque chose d'un petit peu bizarre, donc on change quand même l'objectif assez loin parce que simplifier, qu'est-ce que ça veut dire? Codifier, qu'est-ce que ça veut dire? Et deuxièmement, la simplification a l'air d'être intimement liée à la codification, en tout cas dans ce considérant. Et ce lien entre simplification et codification, on le retrouve à pas mal d'autres endroits. Donc par exemple, de 1948 à 1989, il y a eu une commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires. Donc là encore, on voit codification, simplification s'avèrent vraiment ensemble. Alors la simplification, en toute honnêteté, je ne saurais pas trop dire ce que ça veut dire, a priori, là, comme ça. La codification, c'est peut-être un petit peu plus simple. Donc je vais commencer par parler de ce qu'est la codification, je vais revenir sur la simplification, et ensuite je vais essayer de dire ce que moi je peux en dire du point de vue de quelqu'un qui connaît un petit peu de complexité. Alors l'idée de la codification, c'est une idée somme toute assez simple. C'est de réunir toutes les dispositions importantes, voire même toutes les dispositions, sur un sujet donné dans un seul recueil. Donc, ce qui fait qu'en France, on a un certain nombre de codes
les plus vieux, donc le code civil, le code pénal, le code de procédure pénale, qui s'appelait pas comme ça avant, et le code de procédure civile. Et puis maintenant, il y en a plein d'autres, donc je sais pas, le code de l'éducation, le code de la recherche, etc. Donc l'idée, c'est qu'on va vraiment mettre tout ce qui parle d'un sujet, donc tout ce qui parle d'éducation, ça va être dans le code de l'éducation. Et donc n'importe qui pourra facilement, en tout cas c'est ce que prétendent les promoteurs de ce processus, pourra facilement savoir tout ce qu'il y a à savoir sur l'éducation d'un point de vue législatif et réglementaire, juste en allant lire le code de l'éducation. Alors ça a des avantages, paraît-il, donc de stabilité, premièrement, parce que, je sais pas moi, les pouvoirs d'un proviseur de lycée, ce sera toujours dans le même article. Même si les pouvoirs changent, on saura toujours où aller chercher. Ça a un avantage de lisibilité puisque la structure du code contiendra elle-même, des espèces d'informations sur, déjà ce qui est important, ce sera au début, ce sera pas à la fin, et cetera, et cetera. Ce qui est pas du tout le cas si on a une succession de lois, prises à des dates différentes. Bah, parfois, ce qui est important, c'est dans la loi du milieu et ni celle du début, ni celle de la fin, et cetera, et cetera. Et ça faciliterait aussi, encore une fois, je parle hypothétiquement, ça faciliterait la cohérence des dispositions, puisqu'elles sont toutes au même endroit. On peut facilement, ne serait-ce que les rédiger dans le même style, pour se rendre compte que voilà, pour éviter qu'il y ait des petites nuances de formulation qui, in fine, finissent par prendre une grosse importance. Et aussi, bah, on n'oublie pas des dispositions, vu qu'elles sont toutes au même endroit. Donc ça, c'est ce qu'on nous vend. Il y a eu en France, en tout cas, alors il faut voir que tous les pays font pas pareil. Il y a eu en France, donc ce que j'ai un peu pu lire, 3 grands âges de la codification. Alors, j'ai pas vraiment trouvé de terminologie, complètement, fixe là-dessus, donc je vais créer la mienne. Donc le 1er âge, c'est sous le Consulat et l'Empire, donc ce qui va bien dans cette salle. Hem, c'est une codification qu'on peut qualifier de créatrice. Donc, on part d'une situation du droit qui était, celle de l'Ancien Régime, donc assez peu, unifiée. Et on se moque un peu de ce qu'il y avait avant. On va construire un nouveau droit, donc le code civil ou le code pénal, c'est vraiment une construction d'un nouveau droit, en tout cas c'est vendu comme ça. Euh, donc on fait d'une certaine manière le droit tel qu'il doit être. Il y a vraiment une notion de construction du droit. Euh, pour faire d'un coup un ensemble cohérent. Alors, évidemment, ce genre de processus, enfin évidemment, non, je pense que c'est sûrement beaucoup moins évident que ce que je vais dire, mais ce genre de processus, ça marche que dans un État un petit peu autoritaire, qui est capable d'arriver et de sortir un texte de plusieurs centaines d'articles, sans vraiment de débat démocratique sur chacun de ces articles, sur chacune de ces dispositions. Et d'ailleurs, le premier code civil a été rejeté plusieurs fois par les assemblées euh, révolutionnaires, avant d'être finalement adopté sous le consulat. Enfin, toujours le. Donc c'est vraiment une codification un peu violente. Si on veut vraiment débattre démocratiquement de tout ce qu'il y a dedans, c'est pas vraiment possible. Et d'ailleurs, il y a eu une espèce de pause de la codification à partir de la fin de l'Empire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, donc sous l'égide de la fameuse commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, on entre dans un deuxième âge de la codification, où là, par contre, on ne fait plus la codification du droit tel qu'il devrait être, mais on fait la codification du droit tel qu'il est. Oh, pardon, il faut que je reste un an. Okay. On fait la codification du droit tel qu'il est. Donc, il y a tout un tas de lois qui disent des choses, très bien, et on va juste faire un travail de recueil qui va consister juste à juxtaposer une à une toutes les dispositions, les réordonner et éventuellement donner des titres et des intertitres. Donc ça, c'est ce que je vais appeler l'époque consolidatrice simple, parce qu'en fait, pendant toute cette période, on n'abroge pas les lois qu'on codifie, donc elles continuent d'exister, elles continuent d'avoir des effets juridiques, et juste, on rajoute un nouveau texte, qui est en général un décret en Conseil d'État, qui donne un nouveau code. Donc c'est ce qu'on appelle de la codification à droit constant, on ne change rien, mais en fait c'est même pire que ça, c'est que la source du droit reste les lois qui existaient avant. Et on fait que les présenter différemment. Donc d'une certaine manière, l'État s'est donné un rôle d'éditeur qui va présenter les choses. Alors, il ne faut pas être très fort en philologie pour se douter que la codification à droit constant,
c'est pas vraiment possible. Enfin, c'est une contradiction dans les termes, vu que dès que je modifie un texte, bah, par définition, je vais modifier son sens, en fait. Enfin, ou alors, il faut vraiment enfin, très naïf pour penser le contraire. Et résultat, assez vite, en fait, la codification de cette époque a un peu essayé d'harmoniser les formulations, de changer un peu, et au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec des codes qui ne correspondaient pas vraiment, parfois de manière assez subtile, parfois de manière un peu plus criante, aux lois qu'ils codifiaient. Donc, là encore un peu un problème, et le mouvement de codification s'est aussi enlisé. Alors à partir de 89, sous l'égide d'une nouvelle commission, qui n'est plus la commission de simplification et de codification, mais la commission supérieure de codification, on a encore changé d'approche, et ce sera assez intéressant de savoir si c'est pas lié justement à l'informatisation. Donc là, il y aura un travail socio-historique à faire pour lequel je suis pas vraiment compétent, mais et qu'en fait, depuis 89, ce qu'on fait, donc on change encore de méthode. Quand on codifie un domaine, on abroge tous les textes d'avant. Et pour en tout cas les dispositions législatives, on prend en général une ordonnance qui va codifier à droit constant, donc qui commence par dire le texte en annexe à force de loi, et ce texte-là s'appelle le code de ce que vous voulez, le code de l'éducation, le code, etc. Donc on supprime tout le droit d'avant et on crée un nouveau droit. Alors là encore, en faisant ça, on prétend le faire à droit constant. Dans les faits, on ne le fait pas à droit constant. Par définition, encore une fois, on change des choses. Mais ça a l'avantage de ne plus avoir le problème d'avoir deux textes qui coexistent, celui qui a vraiment force de loi et celui qui n'est qu'une représentation de la loi. Mais en échange, on se retrouve à avoir des modifications peut-être assez substantielles qui sont introduites, encore une fois, sans contrôle démocratique. Donc aujourd'hui, on vit dans cette troisième époque, dans laquelle on a des codes qui ont en eux-mêmes force juridique. Alors ça a une conséquence importante, qui est que contrairement à la deuxième époque, qu'est-ce qui se passe quand on veut changer la loi? Quand on veut changer la loi, on ne peut pas juste faire une nouvelle loi. On fait une loi qui va modifier le code. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une loi moderne, elle n'est pas particulièrement simple, pour toujours revenir à notre objectif de simplification du droit, vu que c'est un mélange entre des dispositions assez différentes. Donc là, tous les exemples que j'ai tirés sont tirés de la loi responsabilité des universités de 2009, dite loi Pécresse, parce que c'est celle que j'avais sous la main. J'aurais, je pense, pu prendre à peu près n'importe quelle loi et j'aurais obtenu le même genre de résultat. Donc il y a un mélange entre des dispositions que je vais appeler modificatrices, qui vont modifier des codes, ou d'autres textes de loi d'ailleurs, pas forcément des codes. Donc par exemple, voilà, donc le premier alinéa de l'article L353-21 du Code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié. Deux points, le mot L est remplacé par le mot il. Alors là, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on a vraiment atteint notre objectif de simplification? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les lois ressemblent à ça. Donc là aussi, ça pose des questions sur la qualité du débat démocratique quand on débat et on adopte ce genre de dispositions. À côté de ça, il y a des dispositions transitoires qui viennent nous expliquer que certaines dispositions, certains articles, certains etc., ne s'appliquent pas tout de suite. Donc ça, on comprend bien pourquoi on ne les met pas dans des codes. On ne va pas mettre dans un code qui est censé être quelque chose de stable, quelque chose, etc. On ne va pas mettre des dispositions qui, là, par exemple celle-là, donc les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai d'1 an. On ne va pas écrire dans un code quelque chose qui va disparaître au bout d'1 an. Donc, il y a des dispositions modificatrices, il y a des dispositions transitoires, mais il y a aussi des dispositions que je vais appeler substantielles résiduelles, donc qui ont de la substance, qui font des choses sur le monde, mais qui pour autant n'ont pas été codifiées. Et alors ça, par contre, elles ont un statut assez bizarre, je trouve. Donc par exemple, toujours dans la loi LRU, les présidents d'université peuvent rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint l'âge de 68 ans. Alors personnellement, c'est une disposition que j'imaginerais soit dans le code des pensions civiles et militaires, soit dans le code de l'éducation, qui régit le fonctionnement des universités, mais non, c'est une disposition qui est toute seule, cachée dans la loi LRU. Donc là encore, on peut se poser des questions démocratiques. On cache des dispositions qu'on ne va pas mettre dans un code. Pourquoi faire? Alors je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait qu'on se retrouve avec des lois à la fois assez techniques, comme on peut voir sur le premier type, avec des dispositions transitoires, et aussi des dispositions qui restent. Donc si vous pouvez vous amuser, si vous allez sur Légifrance, donc le service public d'accès au droit, et que vous regardez une loi quelconque, typiquement la LRU, la majorité des articles sont cachés, en fait, parce qu'ils ne font que modifier d'autres textes. Donc on ne les voit pas. Et au milieu, il y a quelques dispositions substantielles qui sont cachées au milieu. Donc
Donc déjà, a priori, c'est pas complètement clair qu'on ait atteint par la codification l'objectif de simplification. Mais en fait, il y a un peu quelque chose que j'ai contourné pour l'instant, qui est que la simplification, c'est pas totalement clair pour qui c'est une simplification. Donc, a priori, on peut distinguer au moins 2 types de personnes pour qui cette simplification peut exister. Donc la première, assez naturellement, ce serait les utilisateurs et les utilisatrices du droit. Donc idéalement, ce serait tous les citoyens et toutes les citoyennes. Réalistement, on peut se dire que c'est a priori, à minima, les professionnels du droit. Donc on peut imaginer que ce processus de codification ait simplifié la vie des utilisateurs et des utilisatrices, vu que le recueil est à peu près stable, etc. etc. Alors l'existence de dispositions substantielles résiduelles, bon, c'est pas clair que ça simplifie, mais en tout cas, on peut imaginer que ça simplifie pour eux et pour elles. À côté de ça, il y a un deuxième groupe de personnes qui seraient les producteurs et les productrices de droit. Donc le législateur, les administrations, etc. Et donc là, de leur point de vue, je pense que c'est à peu près clair que la codification ne simplifie pas de manière aussi nette. Mais bon. Alors, je propose de regarder une troisième personne, qui serait donc une espèce d'acteur non humain, qui serait le système produisant le texte lui-même. Donc le système calculatoire produisant le texte. Donc là, ça va être un peu le sujet de cet exposé, qui est en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de ce système et à terme, en fait, comment on le maîtrise. Parce que si entre la production et l'utilisation, il y a un objet complètement opaque, c'est peut-être un petit peu dangereux. Donc, je vais me focaliser sur ça et je vais prétendre qu'en tout cas, c'est un bon endroit pour calculer, en tout cas pour parler de la complexité de la loi. Donc, alors, remarque qui est peut-être d'une assez grande banalité, mais mérite d'être dite. En fait, il y a 2 types de textes complètement différents. Donc une fois qu'on dézoome, là, on s'éloigne de la codification, on s'éloigne, etc. Donc il y a d'un côté les textes consolidés, donc les codes, une fois qu'on a fait toutes leurs modifications, etc. Donc, qui sont les textes en fait que les gens lisent. Enfin les gens. Voilà. C'est les textes qui sont lus. En général, ils sont préparés par des éditeurs. Donc Légifrance est un éditeur, mais il y en a plein d'autres. La plupart de leurs dispositions sont en vigueur. Il y en a quelques-unes qui ne le sont pas, ne serait-ce que parce qu'il y a des dispositions transitoires quelque part qui vont dire attention, cet article-là entre en vigueur en 2025, etc. Donc ils sont partiellement en vigueur, mais surtout ils sont sans force juridique. Donc on a des textes qu'on lit, mais qui n'ont aucune force juridique. Et à côté de ça, on a les textes qui sont votés, promulgués. Alors là, j'utilise promulgués de manière très large, hein, donc, publiés en tout cas, qui sont des mélanges de dispositions de tout un tas de types différents. Un peu ce dont j'ai parlé, je vais faire une typologie un peu plus fine derrière. Donc, qui eux font autorité. Si à un moment on doit se poser la question, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a dans la loi? C'est vers ces textes-là qu'on va revenir et pas vers les textes consolidés qu'on lit, et qui sont très peu lus. Donc on voit qu'il y a un peu un hiatus comme ça entre ces 2 types de textes. Et oui, voilà. Donc je vais, avant de faire la typologie des dispositions qu'on voit dans les textes promulgués, publiés, je vais commencer par un petit exemple, qui est donc l'exemple de la rémunération des heures complémentaires dans les universités françaises. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais donc les heures complémentaires d'enseignement sont régies par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui date de 1989 et qui fixe la rémunération des heures complémentaires. Donc, le premier article nous donne des taux et va nous dire que les cours sont payés 310 francs 64 de l'heure, les travaux dirigés 207 francs 17, etc., etc. Il y a un deuxième article qui nous donne des taux pour d'autres types de cours, donc les capacités dans les UFR de droit. Et enfin, on a un article 3 qui nous précise que les sommes mentionnées à l'article 1er et à l'article 2, mais vu que je ne l'ai pas montré, c'est un peu voilà, sont indexées sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévaluées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après visa du contrôleur financier. Donc, qu'est-ce qui nous dit cet article 3 ? Que régulièrement, il va y avoir des arrêtés du ministre de l'Enseignement supérieur qui vont venir modifier l'article 1. Et effectivement, ça ne rate pas.
J'en ai pris un totalement au hasard. Donc, le 27 juillet 2009, on a un arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui va modifier l'arrêté du 6 novembre 1989 et qui contient un article 1, qui est donc les taux fixés au A de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1989 susvisé sont modifiés comme suit. Et donc, on a des nouveaux taux. Donc, là, si je prends mes lunettes d'informaticien, qui sont après les seules pour lesquelles je suis compétent, j'ai envie de voir cet article-là comme un programme qui va modifier l'ancien arrêté. Donc, d'une certaine manière, j'ai envie de faire un schéma un peu comme ça, où j'ai l'arrêté avec les anciens taux, quelque chose qui va agir sur cet arrêté, qui va le modifier, et ensuite, résultat, on applique ce patch-là, qui donc c'est un patch qui nous dit comment on modifie les taux, et voilà, et boum, ça me fait un nouvel article, un nouvel arrêté. Et un petit peu plus tard, donc là c'était en 2009, maintenant en 2010, on a à nouveau un arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur qui modifie encore les taux. Et donc en fait, si on continue, on obtient quelque chose comme ça, avec donc les différents arrêtés consolidés que j'ai représentés dans des rectangles, sur lesquels les textes promulgués vont agir et peu à peu les modifier. Alors, ça c'est l'image quand c'est simple, parce que parfois il se passe des choses un peu plus bizarres. Donc par exemple, en 2017, on a un nouvel arrêté qui vient modifier l'arrêté fixant la rémunération des heures complémentaires, qui contient la chose suivante. Donc, à l'article 3 de l'arrêté du 6 novembre 1989 susvisé, donc l'arrêté qui fixe la rémunération des heures complémentaires, les mots « et réévalué par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après visa du contrôleur financier » sont supprimés. Donc, en fait, là, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Il se passe un truc qui, pour le coup, j'ai pas vu de discussion de ce qui s'est passé là. Moi, je trouve que c'est extrêmement important, extrêmement intéressant. Mais d'un coup, on n'a plus besoin de nouvel arrêté pour modifier le texte. Donc le texte se modifie automatiquement d'une certaine manière. Enfin, les taux en tout cas se modifient automatiquement. Donc on passe d'un monde dans lequel le texte a besoin d'une intervention extérieure, d'une autorité pour se modifier, à d'un coup un monde dans lequel le texte se modifie tout seul. Donc ça me paraît quelque chose d'assez différent du point de vue au moins de la complexité, mais en tout cas même de l'intervention d'autorité. Enfin bon, voilà. Et en tout cas, l'arrêté en question ne détaille pas pourquoi on fait ce changement, enfin, etc., etc. Donc c'est quand même quelque chose, je trouve, d'assez intéressant. On va revenir un peu dessus un peu plus tard. Donc, une fois que je dis tout ça, j'espère que je vous ai convaincu que c'est un système calculatoire un petit peu compliqué, donc dans lequel il y a des textes qui vont agir sur des textes, et des textes qui vont se modifier tout seuls. Donc, ce qui est quand même déjà un truc un peu étrange. Mais elle a mentionné le mot de métaprogrammation, donc des programmes qui créent des programmes. Là, on est totalement là-dedans. On est sur des textes qui vont modifier des textes, qui vont modifier des textes, etc., etc. Donc, si je tente un peu de faire une classification des dispositions qu'on trouve dans les textes législatifs et réglementaires, donc déjà, je ne suis pas le premier à faire ce genre de classification. On en trouve d'autres, au moins dans le guide de légistique du Sénat et dans les rapports de la Commission supérieure de classification. Mais jamais vraiment du point de vue du texte en train de se faire modifier, ce qui, je pense, est un point de vue assez intéressant. Donc, il y a des dispositions substantielles. Donc, les dispositions substantielles, c'est celles qui, en elles-mêmes, font quelque chose, agissent sur le monde. Donc déjà, oui, j'utilise ça comme, enfin, ça fait un peu théologien médiéval. Donc, il y a les textes mondains qui agissent sur le monde, et puis les textes restent dans le domaine des clercs, enfin bon bref, les textes cléricaux on va dire. Donc il y a des textes substantiels qui vont vraiment faire quelque chose sur le monde. Donc, par exemple, l'article 13 de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités change la date à laquelle les présidents d'université peuvent prendre leur retraite. Donc ça agit pas sur le corpus de texte, ça agit sur autre chose. On a des textes qui font appel à des autorités, qui nous disent par exemple que les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret. Ça n'agit pas vraiment sur le monde. C'est un appel à ce qu'une autre autorité capable de prendre un texte prenne un nouveau texte qui va préciser le texte que je suis en train d'écrire. Donc c'est uniquement, si vous vous souvenez, j'ai prétendu qu'il y avait 3 acteurs, les producteurs de droit, le système qui produit le texte et
les utilisateurs de droit, bah là, c'est purement interne entre le producteur de droit et le système qui produit le texte. De la même manière, l'exemple que j'ai donné sur la rémunération des heures complémentaires, les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont indexées sur la valeur du point d'indice et réévaluées après arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après visa du contrôleur financier. Encore une fois, ça n'agit pas directement sur le monde, mais ça agit sur les conditions de production du texte futur. Alors, il y a un autre type de modifications, qui sont celles que je vais appeler les modifications modificatrices. Pardon, il y a un autre type de dispositions, qui sont celles que je vais appeler les dispositions modificatrices précises. Donc, c'est des modifications qui disent précisément quel texte doit être changé de quelle manière. Donc, par exemple, en 92, on a réformé le Conseil national des universités. Donc, le Conseil national des universités, c'est l'instance qui gère la carrière des enseignants-chercheurs au niveau national. On l'a réformé pour toutes les disciplines, sauf les disciplines médicales et odontologiques, qu'on a laissées dans le régime antérieur. Et donc, quand on a modifié ça, donc, on a pris un décret qui dit que donc, le décret du 20 janvier 87, donc l'ancien décret sur le CNU, le Conseil national des universités, est remplacé, à son titre remplacé par le titre suivant, décret relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques. Donc là, on nous dit précisément quel texte va être modifié de quelle manière. Ça, c'est un modificateur un peu précis. Du point de vue de la complexité calculatoire de ça, c'est une opération quasiment aussi simple que les opérations substantielles, parce qu'on ne fait que dire, bah voilà, à tel endroit, il faut modifier de telle manière. Mais on ne fait pas toujours ça. Parfois, on fait ce que je vais appeler des modifications modificatrices générales. Et donc là, c'est un cas un peu... Bon, je ne sais pas à quel point c'est un cas courant, parce que là encore, je n'ai pas fait d'études un peu statistiques là-dessus. Mais vous voyez que donc, en mars 92, on prend cet article-là, enfin on prend cette modification-là, mais donc en janvier 92, donc 2 mois avant, on avait déjà fait une première réforme du CNU, qui elle par contre est d'un point de vue de complexité calculatoire beaucoup plus dure à avaler, puisqu'on va nous dire que les références au décret du 20 janvier 87, donc l'ancien décret sur le CNU, sont remplacées dans tous les textes où elles figurent, à l'exception des textes concernant les disciplines médicales et odontologiques, par une référence au présent décret. Donc là, on fait une modification extrêmement large, sans trop savoir sur quel texte on les fait. Genre sur tous les textes qui parlent du Conseil national des universités, sauf ceux qui parlent des disciplines médicales et odontologiques. Donc là, on pose quand même quelque chose de beaucoup plus lourd. Enfin, disons, si je veux me servir de ce texte-là pour consolider mes textes et les modifier, etc., là, je ne sais pas du tout quoi faire. Enfin, j'ai besoin d'une énorme interprétation. Je dois décider en regardant n'importe quel texte s'il parle de disciplines médicales ou odontologiques ou s'il parle d'autres choses. Donc, bon. Alors, je pense qu'après avoir pris ce décret, on s'est quand même rendu compte que ce n'était pas du tout assez clair, et donc on a pris le deuxième après qui va préciser. Ce qui pose des questions sur la valeur de celui-là. Enfin, en tout cas, là encore de manière très naïve. Hein. C'est sans doute des questions très débattues, mais je suis assez étonné quand je lis ce genre de choses. Donc il y a des modifications précises qui ont une complexité assez faible, des modifications générales qui, elles, sont beaucoup plus violentes. Je sais pas. Bon, j'ai fait une erreur ici, très bien. Oula. Ah oui, d'accord. Oula. Oula là 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 là. Ok, donc j'ai fait n'importe quoi. Ok, donc là, le titre ici, c'est citation. Il y a aussi des textes. Donc là, j'ai parlé de textes qui font des modifications, mais il y a aussi des textes qui sont juste des citations. Donc par exemple, le Code de l'éducation régit les universités. Les universités en particulier, ça contient des centres hospitaliers, régionaux et universitaires, qui sont aussi régis par le Code de la santé. Donc comment on fait ? Le Code de l'éducation contient des citations du Code de la santé publique. Et donc on a un texte qui commence par « Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L6142-1, blablabla, du Code de la santé publique, si après reproduite ». Et donc le Code de l'éducation contient une citation textuelle du Code de la santé publique, qui est très longue. Je ne vous l'ai pas faite en entier, mais elle est vraiment très longue. Alors, là, je suis désolé, je vais vérifier à quel point j'ai fait des erreurs sur la suite. Oui, donc j'ai supprimé le truc. Voilà. Alors, vous allez me dire, enfin, en tout cas, moi, je me suis posé la question, comment on fait pour que ça reste synchronisé ? Qu'est-ce qui se passe si je fais une modification du Code de la santé publique ?
est-ce que toutes les lois modifiant le code de la santé publique disent aussi on modifie le code de l'éducation en parallèle? Alors la réponse est non, on ne fait pas ça comme ça. Mais dans l'ordonnance qui a créé le code de l'éducation, donc je rappelle, il y a une ordonnance qui dit, en gros, article 1er, le texte en annexe a valeur légale. Article 2, toute modification des codes cités par le code seront modifiés, auront comme conséquence de modifier le code de l'éducation. Alors évidemment, j'ai supprimé la citation exacte, mais ça veut dire qu'on a une espèce de... On a un article quelque part, qui est donc un article que personne lit, parce que plus personne ne va lire l'ordonnance donnant valeur législative au code de l'éducation. C'est un truc que absolument personne ne lit. Et bien là-dedans, il y a un article qui fait que automatiquement toutes les modifications des articles L6142-1, L6142-3, etc., du code de la santé publique ont une modification immédiate aussi sur le code de l'éducation. Donc on a une disposition un peu cachée quelque part qui a juste un rôle bureaucratique, mais quand même un rôle assez important. Alors, dernier type de... Enfin, non, ce n'est pas du tout le dernier. Encore un type de disposition qu'on trouve, on a des trous. Alors, pourquoi on a des trous? Parce que parfois, on n'a pas écrit le texte en entier. Pourquoi on n'a pas écrit le texte en entier? Parce que parfois, on écrit des codes qui contiennent des morceaux de texte qui n'ont pas tous la même valeur. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous et toutes la distinction que la Constitution de la Ve République fait entre le domaine législatif et réglementaire, mais en France, on considère que, oulala, il ne faudrait quand même pas que le Parlement soit capable de voter tout et n'importe quoi, donc il y a des domaines qui sont réservés, qui ne sont pas du domaine législatif, qui sont du domaine réglementaire, donc qui ont une valeur plus faible. Et il y a au moins un code, je crois que c'est le seul d'ailleurs, qui est le code des relations entre le public et l'administration, qui donc mélange complètement les dispositions législatives et réglementaires. Donc on a un article qui est un article de loi, suivi d'un article qui est un décret en Conseil d'État, qui est suivi d'un article qui est un décret simple, etc., etc., etc. Donc c'est le seul qui fait ça. La plupart ont deux parties, une partie législative, une partie réglementaire, mais lui, par contre, il mélange tout allègrement. Ce qui fait que si après on va regarder l'ordonnance numéro 2015-1341 du 25 octobre 2015, qui en fait crée le code des relations entre le public et l'administration, mais vu que c'est une ordonnance c'est du domaine législatif. Elle peut créer que les domaines législatifs, sinon il y aura un problème. Donc on a d'un côté une ordonnance qui crée les dispositions législatives, et de l'autre côté on a un décret, et là j'avoue que j'ai pas très bien compris comment ça marchait, vu qu'on a un décret unique en Conseil d'État, en Conseil des ministres, qui crée tout un tas de dispositions, dont certaines sont des décrets en Conseil d'État, certaines des décrets en Conseil des ministres, et certaines des décrets simples, et je ne vois pas comment c'est possible, mais ça c'est moi qui suis pas assez fort. Donc je vais finir par comprendre. Mais voilà. Et donc, si je vais regarder cette ordonnance, elle a un article, enfin dans son annexe, on a un article L311-9, qui est une citation, enfin, qui est donc une disposition législative. Puis ensuite, on a trois petits points, donc une ellipse, qui est, pour le coup, là, c'est vraiment une citation, c'est pas moi qui ai mis cette ellipse, hein, c'est une citation directe de l'ordonnance, un trou, et ensuite un deuxième article législatif. Et si vous allez regarder l'annexe du décret qui crée la partie réglementaire, là, par contre, on va avoir ce trou qui est rempli. Donc on a deux textes avec des trous au milieu, et il se trouve que les textes ont été bien faits, donc ça s'emboîte bien, mais il y a à peu près rien qui nous garantit que ça s'emboîte bien. Enfin, c'est purement... c'est un acte de foi, quoi. Alors, si je dis que c'est un acte de foi, c'est parce que parfois les erreurs, ça arrive. Enfin, c'est relativement rare, mais il y en a. Donc, en particulier sur les dispositions modificatrices, il y a au moins un exemple d'un cas où le Parlement a modifié une loi abrogée. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on modifie une loi abrogée? C'est pas totalement clair. Est-ce que ça la fait revivre? Est-ce que ça la... enfin, bon, je sais pas. Il y a aussi des cas où les lois modificatrices sont tellement complexes qu'on ne sait pas trop ce qu'elles font. Donc des choses du style, le premier alinéa est supprimé, la phrase suivante est remplacée par quelque chose d'assez compliqué, qui a pour conséquence de créer des alinéas en plus, et ensuite le sixième alinéa est ainsi modifié, et en fait on se rend compte en comptant qu'il n'y a pas de sixième alinéa. Ça arrive aussi. Alors c'est rare parce que c'est bien fait, mais ça arrive. Et même quand c'est bien fait, enfin c'est bien fait dans le sens, on y met les moyens, quoi. Et même quand on le fait, en fait, quand on réfléchit, c'est quand même gênant la manière dont ça fonctionne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant l'adoption de la réforme des retraites,
après la commission mixte paritaire, les sénateurs ont voté sur le texte issu de la commission mixte paritaire, ils l'ont eu 1 heure avant leur vote. Donc, et on suppose qu'il y a eu des fonctionnaires de l'Assemblée et du Sénat qui ont travaillé toute la nuit pour arriver à ce résultat, mais en attendant, déjà, c'est un petit peu gênant de faire travailler des gens toute la nuit parce qu'on a un système trop compliqué. Et à la fin, ça pose aussi des problèmes démocratiques assez intéressants de est-ce que vraiment en 1 heure, on peut comprendre le résultat d'une réforme aussi large. Mais bon, c'est ça. J'entre dans la polémique politique, je m'en excuse. Et enfin, on a aussi ce que je vais appeler des dispositions qui sont modificatrices sans consolidation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Exactement l'exemple que j'ai donné sur les heures complémentaires. L'exemple sur les heures complémentaires, dans sa version d'aujourd'hui, on a une disposition qui va modifier l'article 1, donc qui nous dit les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont indexées sur la valeur du point d'indice de la fonction publique. Mais pour autant, il n'y a pas de consolidation. On ne s'attend pas, et effectivement, si vous allez sur Légifrance, vous avez des taux qui sont faux, qui étaient vrais au moment où on a modifié le texte pour la dernière fois, mais depuis, vu qu'il y a une modification automatique, on n'a plus besoin de les modifier. Et là, ça pose quand même encore des très très grosses questions en termes de simplification. Parce que, je veux dire, vous avez ces taux-là. Pour savoir les taux actuels, il ne faut pas du tout aller prendre la valeur du point d'indice en 1989, ce qu'on pourrait se dire, mais il faut aller prendre la valeur du point d'indice au moment où on a modifié le texte pour la dernière fois, calculer le taux de croissance du point d'indice depuis, appliquer ce taux de croissance ici. Enfin, c'est quand même un petit peu délirant. Et enfin, en tout cas, on demande ça de n'importe quel utilisateur et utilisatrice du droit. Est-ce que vraiment on a simplifié le droit? Je ne suis pas totalement convaincu. Alors, on peut se poser plein de questions sur comment est-ce qu'on est censé lire ça. Déjà, on peut juste dire c'est pas notre problème, et c'est effectivement ce que fait Légifrance. Légifrance dit là, c'est pas notre problème. Alors, c'est pas notre problème, oui et non, parce qu'en fait, derrière, évidemment, il y aura des notes de service des administrations, il y aura des circulaires, il y aura des choses comme ça qui donneront les vrais taux. Parce que ces vrais taux sont écrits nulle part. Donc, bon. En particulier, comment on fait les arrondis, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de règle. Donc, voilà. On peut aussi considérer, donc si par exemple je devais toujours programmer ça, intuitivement, la première idée que j'aurais, ce serait de dire, oui, mais non, en fait, l'article 3, ce qu'il fait, c'est qu'il modifie l'article 1 en remplaçant les valeurs par une formule qui est juste un certain nombre de points d'indice multiplié par la valeur du point d'indice. Et comme ça change automatiquement. Alors là, ok, pourquoi pas, c'est une solution assez élégante d'un point de vue complexité calculatoire, mais ça revient quand même à dire que quand il y a écrit ça, en fait, ça veut dire une modification assez précise du texte au-dessus. Je ne sais pas si c'est vraiment acceptable de traiter ça comme ça. On peut aussi se dire que cet article 3, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va modifier tous les futurs décrets qui modifient la valeur du point d'indice en rajoutant une modification ici. C'est aussi une manière de sauver ça. Mais là encore, ça pose plein de problèmes bizarres, parce qu'il va modifier des textes dans le futur. Et puis en plus, un arrêté va modifier un décret. Enfin bon, il y a des choses vraiment désagréables. Donc en fait, alors la solution la plus raisonnable, c'est juste de dire, ce n'est pas notre problème et nous nous arrêtons là. Et en fait, même vu qu'il y a plein de cas comme ça de modification sans consolidation, on est un petit peu obligé de faire ça. Donc par exemple, il y a énormément de textes de loi qui ont des adaptations pour l'outre-mer. Et pour les adaptations pour l'outre-mer, on n'écrit pas la loi pour l'outre-mer à la fin de la loi normale. On se contente de faire des choses comme ça. Donc, par exemple, l'article L771-2 du Code de l'éducation nous dit pour l'application en Guyane d'un certain nombre d'articles, la référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane. Mais pour autant, il n'y a pas un article qui est ce qui se passe en Guyane. C'est au lecteur lui-même d'appliquer des patchs. Donc, en fait, on voit qu'il y a des types de modifications qui sont automatiques, des types qui sont extrêmement précises, des types qui sont extrêmement larges, et des types de modifications où juste on dit lecteur, débrouille-toi. Enfin, bon, je sais pas. Enfin si, je vais finir par dire ce que j'en pense. Je suis pas. Mais d'abord, un dernier élément. Parfois aussi, donc je vous ai dit que, oui, c'est un peu foutraque là comme liste. Je l'ai pas particulièrement ordonné, mais donc je vous ai dit qu'il y avait des cas dans lesquels on avait des citations textuelles, d'autres, désolé, c'est extrêmement freudien comme des modifications textuelles d'autres codes. Il y a des cas où par contre on ne fait pas la citation textuelle intégrale. On se contente de faire une référence. Par exemple, toujours dans le Code de l'éducation, article R221-1, donc de 2006 à 2022, l'article R221-1 du Code de l'éducation se lisait « L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret 2006-572 du 17 mai 2006 ». Alors déjà, on peut se poser la question de pourquoi on a écrit ça. Parce que je veux dire,
on a la partie réglementaire du code de l'éducation, c'est-à-dire un décret. Il nous dit, bah, il y a un autre décret quelque part qui dit comment faire. Ça ne sert à rien. Accessoirement, le décret de 2006 a été abrogé en 2014. Et donc, pendant 8 ans, on avait le code de l'éducation qui disait que l'administration était organisée selon un décret qui était abrogé. Donc là encore, question intéressante, est-ce que ça le faisait continuer à vivre? Enfin, je ne sais pas. Donc, j'espère vous avoir convaincu un peu tout ça qu'on a un système d'une assez, enfin pas du tout carré. Alors après, pas du tout carré, d'une certaine manière, c'est normal. On peut pas brider, par exemple, le Parlement dans sa manière d'écrire. S'il a envie d'écrire des trucs bizarres, qu'il le fasse. Mais on a un système pas du tout carré et qui après laisse les éditeurs et les utilisateurs se débrouiller. Donc voilà, donc ouais. Un jour, quelqu'un m'a dit que les choses importantes devaient être lues, écrites et dessinées. Donc j'ai essayé de faire un dessin de. Bon, je ne sais pas s'il est très utile. Toujours est-il qu'on a en haut les producteurs, les productrices de droit. Au milieu, bah, cette espèce de marais calculatoire dans lequel on essaie de construire des textes. Et au passage, les différents éditeurs ne font pas les mêmes choix. Et c'est bien normal parce que vous avez bien vu, il est dur de faire des choix. Et en dessous, les utilisateurs et les utilisatrices de droit qui, dans certains cas, se retrouvent laissés en plan parce que personne ne les a aidés. Et ça pose quand même une question, enfin, plus avant, il y a une question qui pour moi, n'est pas totalement claire, qui est en fait, mais quel est le texte dont on parle? Je veux dire, si le texte dont on parle, c'est la succession des modifications, c'est pas exactement la même chose que si c'est le texte auquel on a appliqué toutes les modifications, et c'est pas non plus la même chose que le texte auquel on a appliqué toutes les modifications, y compris celles qu'on n'applique pas d'habitude, typiquement celles sur l'outre-mer, etc., ce que fait Dalloz pour le coup. Enfin, je veux dire, certains éditeurs de code vont carrément donner ce à quoi ressemble la loi sur l'outre-mer. Ce qui n'est pas non plus délirant, hein, mais donc ils sortent de leur rôle de consolidateur pur, et ils vont rajouter des interprétations. Pourquoi pas? Alors, en guise de conclusion, parce que je ne sais pas du tout, je pas du tout surveiller le temps. En guise de conclusion, quelque part, mon objectif ici, alors c'est un objectif extrêmement minimal, hein, c'est de regarder jusqu'où on peut aller en essayant de comprendre le droit avant tout comme des textes. Alors évidemment, les textes, c'est pas la fin de l'histoire parce qu'il n'y a pas de connaissance sans interprétation, etc. Donc évidemment, même une fois qu'on connaît bien les textes, on ne sait pas ce qui se passe, voilà. Mais n'empêche que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Donc là, je reprends mon rôle d'informaticien qui est quand même, enfin qui je pense s'entendait tout le temps, mais qui s'entend un petit peu plus. La première question, c'est donc de définir ce que sont les textes. Donc où s'arrête la consolidation et où commence autre chose, l'interprétation, le commentaire, etc. Deuxièmement, si on veut vraiment continuer dans ce projet, enfin en tout cas moi c'est ce que je veux faire, il va falloir essayer de chercher à définir la structure des textes. Donc c'est quoi un texte? Donc a priori, on le voit dans les modifications, toutes les modifications ont une tête du style au petit 1 du grand A de l'article 3, etc. Donc on a envie de voir les textes comme ayant une structure arborescente. Mais là encore, c'est pas si évident. Enfin, je ne vais pas vous faire part de mes réflexions là-dessus, mais je ne suis pas totalement encore convaincu de ça. En particulier, à quelle finesse l'arbre descend. À quel point il y a, disons, est-ce que chaque phrase est numérotée ou pas, ou etc. C'est des choses qui ne sont pas claires, parce qu'en France, on ne numérote pas les alinéas dans les textes de loi, ce qui n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis. Bon. Et enfin, dernièrement, une fois qu'on a défini ce que sont les textes, il faut définir ce qu'on s'autorise comme opération sur les textes. Donc, quelles modifications sont autorisées et lesquelles je n'en parle pas et je les laisse au lecteur. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, donc là, je vais utiliser un gros mot mathématique, on peut étudier donc la catégorie des textes et opérations et ses propriétés. Donc, l'idée derrière tout ça, j'imagine que vous avez déjà dû travailler avec plusieurs versions d'un document, et c'est un petit peu l'enfer. Vous voulez changer avec quelqu'un qui fait ses propres modifications, etc., qui met ses initiales dans le titre pour vous indiquer qu'il a modifié des choses. Voilà. On peut réfléchir théoriquement à tout ça. C'est ce qu'on appelle la théorie du versionnement. Et donc si on regarde l'ensemble des versions d'un fichier, mais par exemple l'ensemble des versions d'une loi, ça nous fait des versions que j'ai dessinées comme étant des points, et des modifications, donc qui sont les flèches entre ces points. Et c'est au passage le schéma que j'avais fait, par exemple, sur la rémunération des heures complémentaires.
Alors, on peut avoir des propriétés intéressantes de ce système de versionnement, qui sont des propriétés mathématiques du système et qui sont utiles pour les gens, les utilisateurs et les utilisatrices. Donc, en particulier, on peut vouloir que dès que j'ai 2 modifications d'un même fichier, bah, je puisse les fusionner, donc appliquer ces 2 modifications l'une à l'autre. C'est ce qu'on appelle avoir toutes les sommes amalgamées. Mais, bon, voilà. Et quelque chose d'assez intéressant théorique, c'est que pour faire une théorique correcte, j'ai besoin que les modifications soient explicites. Ce qui n'est pas le cas d'habitude. Hein. Quand vous travaillez sur un ordinateur avec un fichier avec plusieurs versions, les modifications ne sont pas explicites. Vous avez juste 2 états successifs du fichier et votre ordinateur, à la rigueur, va calculer quelle est la modification. Ici, dans le cas du droit, les modifications, elles sont explicites, elles sont primitives même. On part de ça et on en calcule les différentes versions. Donc, je pense que c'est un endroit très intéressant pour développer ce genre de choses. Et donc, on peut imaginer une conjecture du style... bon, je ne vais pas la citer parce que je n'ai pas du tout assez précisé les termes, mais voilà. Alors, je vais me permettre, et ça conclura, une analogie avant de finir, qui est celle du début du mouvement du logiciel libre. Parce que là, je vous ai dit un petit peu comme s'il y avait un hiatus absolument incroyable dans le cas du droit, qui est que le texte qu'on écrit, ce n'est pas le texte qu'on applique. Mais en fait, c'est le cas de tout le logiciel, fondamentalement. Le logiciel, il est écrit sous une certaine forme, qu'on appelle le code source, par des experts humains, des expertes humaines. Et ensuite, bah, celui que j'exécute sur ma machine, c'est pas ça. C'est une autre version, c'est le binaire. Et il y a un processus de transformation entre les deux, qu'on appelle en général compilation, mais bon, il y a d'autres noms possibles, on va dire, pour simplifier, un processus de compilation. Et en fait, c'est assez nécessaire, si on veut comprendre ce qu'un logiciel fait, de s'intéresser pas seulement au code source, mais aussi de s'intéresser à la procédure de transformation. Et c'est pas totalement un hasard si, par exemple, le début donc, du projet GNU, ça a été de créer un compilateur, GCC. Le premier logiciel qui a été créé, c'est un compilateur. Parce qu'en fait, on ne peut pas espérer garder un contrôle sur le binaire uniquement avec le code source si on ne contrôle pas ce qui se passe entre les deux. Donc, après, si vraiment vous me demandez mon avis, alors ça fait sans doute un projet de recherche très intéressant, c'est celui que je veux faire. Mais enfin, ça me paraît un peu illusoire d'espérer que ce processus de transformation soit simple. Et donc à partir du moment où il n'est pas simple, est-ce qu'il rentre dans les objectifs constitutionnels de simplification, etc. Je n'en suis pas convaincu non plus. Il y a d'autres méthodes. Hein. On n'est pas obligé de faire ce qu'on fait en France. On pourrait imaginer abroger intégralement le code de l'éducation à chaque modification et en faire un nouveau. Pourquoi pas? On peut imaginer plein de trucs. Mais en tout cas, là, tout de suite, on vit dans un monde, en tout cas en France, dans lequel on aime bien faire des modifications. Bah, voilà. Je pense qu'il serait intéressant de l'étudier. Je pense aussi qu'il y a tout un pan que, là encore, je n'aurai aucune compétence là-dessus, mais d'aller voir comment ce travail de consolidation est fait en vrai par des gens. Qu'est-ce qu'ils utilisent, comment ils se conçoivent, est-ce qu'ils ont l'impression de... Voilà, est-ce qu'il y a des interactions entre les consolidateurs et les rédacteurs? Je ne sais pas du tout. Oui, voilà. Donc j'espère avoir répondu à la commande de faire quelque chose qui correspond à ce sur quoi je réfléchis en ce moment. Et voilà, si vous avez des questions. Questions? Ouais, mais pour l'enregistrement. Ok. Bon, bah alors merci Luc de nous avoir laissé du temps pour la discussion. Du coup, j'ai plusieurs types de questions, des questions sur tes hypothèses, des questions épistémologiques et des questions de méthode. Du coup, sur tes hypothèses, je me disais en fait que au tout début de ton exposé, tu fais une hypothèse très forte sur la neutralité du droit. En fait, quand tu présentes la manière dont le droit est écrit, etc., tu fais une hypothèse que derrière, le droit devrait être neutre ou aurait vocation à l'être. En tout cas, il y a plusieurs moments où ça pointe. Je voulais juste savoir si tu étais d'accord avec ça. Et non. Enfin, je sais pas, voilà, oui, enfin, sur ce travail-là, je rentre pas dans les textes d'une certaine manière. Donc, ouais. Voilà. Mais du coup, le texte n'est pas neutre. Le texte n'est pas neutre, mais voilà. Et je ne prétends pas épuiser toute la recherche. Enfin, je veux dire, c'est évident qu'il y a... voilà.
Mais Oui. c'est juste pour dire, en fait, il y a plein de moments où c'est Oui, l'hypothèse tout à fait. sous-jacente au début Oui. et que tu laisses tomber ensuite, en fait. Et je Oui. pense que c'est pas un souci, mais il faut peut-être en Ok. faire quelque chose. L'autre point, à mon avis, qui est plus épistémologique et qui est peut-être plus, en tout cas, intriguant et intéressant pour des chercheurs en sciences sociales, et moi en particulier, c'est j'ai l'impression que en t'intéressant, comme tu le fais, à la simplification, tu portes un certain point de vue normatif qui vient de ton domaine de recherche et qui est l'idée qu'il y a un lien entre la qualité de la délibération ou la qualité démocratique et la façon d'écrire le droit, puisque en fait, une autre manière de le dire, c'est que ce que tu portes avec ce projet de recherche, qui est certes un projet de recherche fondamental, c'est un projet de réforme. C'est un projet de réforme dans un sens démocratique. Est-ce que tu serais d'accord pour, je dis pas assumer quand tu écris un projet à l'ANR, mais est-ce que tu serais d'accord pour dire les choses comme ça, qu'en fait, il y a une idée que penser le droit comme texte et prendre beaucoup plus au sérieux ce que tu nous montres ici, c'est parce que ça a une visée d'amélioration de la qualité délibérative. Alors, Tu veux répondre à chaque fois au fur et à mesure, ce serait mieux. Ouais. ouais, surtout des trucs un peu lourds comme ça. Oui, alors je suis prêt à l'assumer tout en pensant que c'est naïf et que je vais me rendre compte assez vite que ça marche pas. Mais oui, enfin oui, non mais Non, mais c'est super intéressant. oui, enfin disons que oui, C'était pas c'est ça. pour Oui, non, mais enfin disons que je pars avec beaucoup de, enfin je veux dire, je connais rien, hein, donc je découvre. Non mais ce que je veux dire, c'est que je me pars du point de vue extrêmement naïf. Donc oui, a priori, je pense que assumer que le droit est du texte, euh, en tout cas le prendre au sérieux, ça peut avoir des conséquences. Oui, tout à Ok. fait. Oui, ok. Et l'autre truc, c'est j'ai trouvé hyper utile le travail de tri que tu fais de ces textes modificatifs et je voulais savoir comment tu avais fait émerger ces catégories en fait. À partir de quoi tu les avais construites? Est-ce que c'est aussi avec une revue de la littérature en droit administratif par exemple ou en théorie du droit? Ou est-ce que c'est empiriquement, tu as analysé les textes sur Légifrance et tu Ouais. as codé et c'est C'est de ça. l'induction? Alors c'est purement empirique pour l'instant et je voudrais faire un travail statistique dessus pour Ah, trop cool. voir quand est-ce que ça augmente. Parce que, enfin, voilà, une intuition que j'ai, c'est que l'informatisation a causé des changements et qu'on s'est mis en fait de plus en plus à modifier de manière fine une fois qu'on peut faire rechercher Mm. remplacer, en gros. Et donc j'ai un peu cette hypothèse derrière que je veux tester. Mais oui, c'est totalement. Enfin, j'ai avalé des quantités de texte et voilà. Mais j'ai pas trouvé de. Mais tu Enfin, as avalé, c'est-à-dire comment, ça veut dire quoi, avaler? j'ai lu. J'ai lu à la main et Tu as lu à pour la main chaque article, je disais. Et en fait, en gros, et tu as codé au fur et à mesure. j'ai codé au fur et à mesure. Ok. Ouais. Ce qui Ouais. est là encore, c'est méthodologie zéro, hein. Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas encore réfléchi. Enfin, voilà, j'en suis à Ok. faire des choses à la main pour trouver la méthodologie que je vais appliquer après. D'accord. En tout cas, Mais je oui, pense que c'est un super, c'est super utile et ce sera super utile, y compris pour, je sais pas, des conseillers d'État qui doivent recodifier je sais pas. tel volet du code de l'éducation ou je sais pas quoi. Donc, faut aussi peut-être, en assumant l'hypothèse politique que ça a des liens avec la qualité délibérative et l'écriture du droit, peut-être le présenter comme ça. Et dernier point, c'est qu'en fait, par exemple, lundi, avec mes collègues de l'INRIA, on faisait un séminaire sur la manière dont le droit s'écrit dans l'administration. Ouais. Et le point d'entrée du séminaire, donc c'était pas sur le droit comme texte, mais c'était sur le droit comme pratique sociale, c'était en gros dans la vie sociale, il se passe deux types de choses. C'est que par exemple, beaucoup de professionnels appliquent des choses qui pensent être du droit, mais qui en fait n'existent pas dans les textes. Par exemple, je sais pas, les médecins légistes pensent qu'il faut avoir le consentement de la famille pour faire une expertise sur un corps. C'est pas vrai. Dans plein de cas, c'est pas vrai. Quand il y a des suspicions de maladie ou je sais pas quoi, en fait, c'est pas vrai. Et, et inversement, beaucoup de principes de droit ne sont pas écrits, donc ne sont pas des textes. Ça, c'est vraiment genre, un point de départ de la sociologie du droit. Du coup, je voulais savoir comment tu pouvais articuler ta réflexion sur le droit comme texte avec ça. Pas de réponse. Enfin là, non, non, mais oui. Oui, Enfin, si, c'est si. quelque part. Non, mais je suis d'accord. C'est le sujet. Alors, voilà. Je veux aller le plus loin possible sur le droit comme texte. Voilà. Mais oui, quelque part, il y a une aporie assez terrifiante qui est qu'on va pas aller, enfin, on va pas épuiser, on va même pas, déjà, on va pas épuiser le texte et on va pas épuiser le droit. Donc, mais Moi, mais oui. je pense que c'est juste Mais oui, non, situer oui. autrement le projet, mais ça ne lui enlève pas son intérêt propre. Hein. Non, non, mais j'ai l'impression que tu crois que je suis très sur la défensive. Je ne le suis pas. Mais non, non, j'ai rien. Enfin, tu formalises les choses mieux que tu verbalises les choses mieux que je ne le ferais. Donc oui, tu as raison. Non, non, vraiment. Enfin, j'ai rien de plus à dire que oui, il y a un problème énorme derrière et je ne sais pas comment l'articuler. Tout à fait. Ok, bon, on y À ce stade, réfléchira je sais pas ensemble si tu l'articuler. veux. Ça m'intéresse beaucoup, moi. Ok, bon, très bien.
Alors, merci beaucoup pour ton exposé très riche, Luc. Alors, je vais... alors, trois petites questions. Déjà, j'ai l'impression que tu fais quand même non seulement un projet théorique, mais un projet de développement. Mais je n'ai pas tout à fait bien compris quelle est en fait la spécification du logiciel que tu essayes de créer et quels sont tes utilisateurs. Est-ce que c'est une forme de super logiciel de versionnage du droit pour... est-ce que c'est pour le rédacteur? Est-ce que c'est pour les éditeurs? Est-ce que c'est pour le citoyen lambda? C'est pas exactement les mêmes utilisateurs et la même spec. Donc voilà, quels sont tes utilisateurs et ta spec dans ton développement? Après, pour reprendre une remarque de Numérigo que Marie connaît bien, une des choses qu'on remarque dans le droit de façon très forte, très vite, c'est que d'un point de vue informatique, c'est du code spaghetti. C'est-à-dire que c'est du programme qui n'arrête pas de faire référence à d'autres passages du même programme. Ce qui est considéré en programmation comme de la mauvaise pratique parce que ça crée plein de difficultés. Notamment en débugage, ça devient vite atroce. Alors, grand problème métaphysique, est-ce qu'on peut faire des propriétés propres avec quelque chose qui est structurellement sale? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire comme version propre et bien théorisée d'un code qui ne répond pas à la théorie du code propre et bien fait? Voilà, c'est ça. Comment faire du beau code sale? C'est un peu ça la question. Comme je la poserai moi-même, je ne sais pas si tu te la poses comme ça. Et la dernière chose, j'ai bien aimé ton hypothèse que c'est peut-être l'informatique qui a poussé à faire du versionnage plus fin et à faire de la contextualisation plus forte, hein, parce qu'on pouvait retrouver les différentes références auparavant. Ce qui m'avait beaucoup frappé, par exemple, dans les travaux de Goody sur les relations entre techniques cognitives et intellection, cette idée qu'en fait, l'ontologie du discours change avec les techniques cognitives. Notamment, et ce qu'il dit très bien, c'est que chez des peuples oraux comme les Lodaga qu'il avait beaucoup étudiés, la petite modification linguistique n'est pas une unité sémantique pertinente. C'est-à-dire la récitation d'un mythe du Bagré, pour ce qu'il raconte, le fait qu'il y ait 40% du texte qui change, quand on enregistre, on voit qu'il y a 40% du texte qui change, n'empêche personne de dire que c'est une récitation d'un mythe du Bagré. Et parce que tout simplement, pour eux, la petite modification de versionnage n'est pas une unité ontologique pertinente de leur sémantique. Ça c'est quelque chose qui apparaît avec l'écrit. Et donc, avec des outils de manipulation du texte écrit très précis et très rigoureux comme l'informatique, on pourrait passer une ontologie encore plus pointilliste que celle qui a déjà été faite par l'écrit. Donc, là, tu peux vraiment te confronter à une espèce d'évolution de long terme avec les technologies cognitives. Donc, ça affine l'ontologie d'une certaine manière, mais en même temps, peut-être que ça la rend ultra pointilliste aussi avec les défauts que ça peut avoir. Voilà, ça c'est juste une hypothèse pour avoir ta réaction là-dessus. Alors, je vais répondre à l'envers. Donc la dernière est oui, tout à fait. Enfin, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis et oui. Enfin, typiquement là, voilà. Je suis désolé, mais le mot elle est remplacé par le mot il. Ça ne dit absolument rien sur ce qui se passe dans le texte. Alors que, enfin, ça fait quelque chose, mais on ne saura pas quoi en le lisant. Donc, voilà. C'est typiquement ce cas-là, tout à fait. D'une certaine manière, on est peut-être allé trop loin dans la modification textuelle fine. Ta deuxième question, c'était quoi? Ah oui, le code spaghetti. Alors déjà, que le code spaghetti soit du mauvais code, ça n'a pas toujours été considéré comme ça. Et il y a des défenseurs du code spaghetti. Donc non, mais alors il y en a plus trop parce que voilà, tech, bref. Donc on peut, enfin, je vais plutôt avoir tendance à dire, bah, si c'est un endroit où c'est du code spaghetti, bah, faisons-en sa bonne théorie. Enfin, voilà, point. Tout en sachant que ça va être extrêmement compliqué parce qu'on voit là toutes ces modifications qui s'enchassent, qui s'enchaînent, etc. Je ne suis pas du tout convaincu qu'on arrive à faire une bonne théorie d'un point de vue programmation, en tout cas. Ne serait-ce que parce que, enfin, j'ai pas trop insisté dessus, mais on a des textes qui modifient des textes, très bien. Mais les textes, une fois modifiés, ils peuvent modifier d'autres trucs. Et c'est ce qui se passe avec l'arrêté de rémunération des heures complémentaires, qui, une fois qu'on le modifie, d'un coup, il y a un bout qui devient actif et qui va modifier autre chose. Bon, voilà. Ce genre de truc, réussir à en faire une théorie un peu propre, bon, j'ai des idées, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir que ça marche, on va dire. Enfin, non, mais après, je suis quelqu'un de pessimiste. Au moins, je ne suis pas déçu. Et ta première question, enfin?
Ah, quel est mon utilisateur? Alors mon utilisateur, l'utilisateur idéal, c'est moi, déjà. C'est moi qui lit des textes de loi et qui aime bien, savoir, d'où ça vient. Donc pour l'instant, j'en suis, là. C'est moi utilisateur, pas du tout professionnel, du droit qui, quand je lis un morceau, j'ai envie de revenir en arrière pour savoir, quand ça a été rajouté. Voilà. Enfin, voilà. Donc mon utilisateur pour l'instant, c'est moi. On verra plus tard si, il y en a d'autres. Mais j'avoue que oui, voilà, j'ai pas trop réfléchi enfin, j'en suis pas à le rendre public ou quoi que ce soit. Mais oui, tu as tout à fait raison, il y a un développement derrière et c'est un peu, enfin, pour revenir à la question de Marie, comme ça que j'ai fait ma classification. C'est pour chaque disposition, je me demandais comment je vais la programmer et bah, si j'ai besoin d'une structure de données plus compliquée, je la mettais dans une nouvelle catégorie. Donc ça venait, enfin, tout à fait. Mais c'était vraiment, si moi je veux faire mon truc qui me permet de revenir en arrière dans le temps, qu'est-ce que je devrais faire? Évidemment, je ne l'ai pas encore fait. Ou plus facile de rester dans l'hypothèse. So maybe time for one more question before lunch? Before lunch? No. Oh, before Marie. Indeed, sorry. Merci beaucoup, Luc. C'est une question vraiment rapide et peut-être hyper stupide de ma part. À un moment, quand tu avais un slide où tu proposais un peu de comment voir d'un point de vue formel ces textes, tu disais, on peut voir comme des arbres. Ouais. Quelle est la racine de l'arbre? Tu me donnes un exemple? Ah oui, bah, bien sûr. Donc ce serait, par exemple, une loi donnée. On a la loi, et puis après on a ses sections, et puis ensuite on a les articles, et puis ensuite on a les alinéas, et puis ensuite on a les, etc. Ok, donc là, on a une loi qui est la racine et après c'est la... Bah alors, Et oui. est-ce que, pardon, tu la vois juste comme un arbre en 2 dimensions, à 3? Tu as des choses qui peuvent aller en parallèle sur des branches Non, 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 Non. oui, non, c'est pas un rhizome non plus. Je suis pas en Ok. train de te faire 1000 plateaux là comme Non, ça. non, mais je Non, demande non. pour comprendre un peu quelle est Non, la non, structure. c'est vraiment, en tout cas, je veux dire, quand je vois une modification comme ça, non. Voilà, les taux fixés au A de l'article 1er de l'arrêté, bah, j'ai envie de dire que l'arrêté il se décompose en plusieurs articles. Chaque article il se décompose en plusieurs alinéas, enfin, je sais pas comment on les appelle, qui eux-mêmes peuvent être subdivisés, etc., etc. Et en tout cas, pourquoi je dis ça, c'est parce que souvent il y a des modifications qui vont jouer sur la structure de l'arbre et qui vont dire, par exemple, que telle phrase, maintenant elle fait plus partie de l'article du dessus, elle est un article autonome à elle toute seule. Donc là, on promeut quelque chose en haut dans l'arbre. Donc en fait, on va devoir, oui, voilà, je l'ai pas fait complètement. Enfin, j'ai pas donné toute la typologie que j'ai faite parce que déjà j'ai pris trop de temps. Alors si en plus je m'étais lancé là-dedans, mais elles existent déjà des modifications qui vont jouer sur la structure de l'arbre. Donc c'est pour ça que, enfin, je ne peux pas d'un côté dire la structure du texte et de l'autre côté les modifications. Le but c'est de regarder toutes les modifications et voir ce qu'elles induisent comme structure. Mais non, non, donc des trucs plus compliqués avec des fusions, des choses comme ça. Il n'y en a pas. Ok. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Voilà, je n'en ai pas trouvé. Merci beaucoup. So let's thank Luke.